Merci Younes, merci à tous. Je suis absolument ravie de revenir à Marrakech, où j'étais venue déjà une première fois il y a quelques années, aussi avec la Maforcale. Donc je suis membre de cœur et de toute mon âme avec la Maforcale. Je suis ravie d'être là. Alors, donc on va changer complètement pas de sujet, parce que c'est toujours de l'allergo, c'est toujours de l'immuno, mais on va prendre un aspect un peu plus proche, je dirais, de la molécule, de ce qui se passe quand on devient allergique ou quand on l'est. Donc, les notions fondamentales. Donc, sachez que c'est un cours introductif. Et donc, le but n'était pas de vous faire peur, mais de vous faire envie. Donc, on va essayer d'aller relativement doucement, sans finir à 15 heures. Et je tiens, en premier lieu, à remercier Caroline Kleinschbil, qui n'est pas là aujourd'hui, parce que c'est une maman dévouée, dont le fils passe le bac cette année, en ce moment même. Donc, tout naturellement, elle a préféré rester avec son bébé. Mais Caroline est partie prenante à tout ce que je fais en allergologie et aux manifestations de la Maforcale d'ailleurs aussi. Voilà. Tous ces préambules étant faits, je voudrais commencer mon cours par cette image. Ceux d'entre vous qui faisaient déjà de l'allergo dans les années 90 s'en sont rendus compte par eux-mêmes. Avant 2000, on avait une biologie de l'allergie qui ressemblait un peu au laboratoire de Harry Potter. Depuis 2010-2015, donc nous sommes quand même en 2022, il y a du temps qui est passé depuis, nous avons un tout autre outil à notre disposition. Bien sûr, cette image, je l'avais trouvée il y a 2-3 ans. On était un peu moins sensible aux questions de climat et d'environnement. Donc, je n'ai pas réussi à trouver une aussi belle voiture électrique. Mais j'espère que pour une prochaine édition de la Maforcale, je pourrai le faire. Et donc voilà, on sera bien dans les clous sur tous les points. Une autre diapo tout aussi fondamentale. S'il faut recommander une seule lecture pour les allergènes moléculaires, je vous recommande ce numéro de la Pediatric Allergy and Immunology. En fait, c'est un numéro, mais alors il fait 250 pages. C'est en anglais, mais ça, c'est pas grave. Et même si c'est une publication de 2016, à 98%, ce que vous allez trouver dedans est encore vrai. Donc, je vous conseille vivement de vous procurer ce PDF qui est en libre accès sur Internet. La partie la plus difficile sera d'attendre qu'il se télécharge parce qu'il fait quand même 18 mégas. Donc, il ne s'envoie pas par mail, entre autres. Mais vraiment, récupérez ce PDF. Encore une diapo de relâchement. S'il ne fallait garder que ces notions-là sur les IgE, des notions qui peuvent se résumer en 30 secondes, n'oubliez jamais que ce sont des immunoglobulines présentes dans une quantité absolument infime par rapport aux autres classes d'anticorps. Vous avez moins d'un quart de milligramme d'IgE par litre de sang, que vous comparez avec, évidemment, par exemple, les IgG que vous mesurez par DPIG et dont vous avez entre 8 et 16 grammes par litre. Donc, ce sont des ordres de milliers, dizaines de milliers de fois plus élevés. Les IgE ne traversent pas la barrière placentaire. Donc ça, pour le biologiste que je suis, c'est quelque chose d'absolument fondamental, puisque ça veut dire que si vous voulez doser des IgE spécifiques, ou pas d'ailleurs, chez un bébé de 2 jours, ces IgE-là sont propres à l'enfant. Ce ne sont pas les IgE de la mère. Donc ça, c'est absolument capital. Bon, évidemment, vous n'allez pas doser des IgE spécifiques chez un bébé de 2 jours, mais si vous les dosez, admettons, 2 semaines ou 3 semaines, quand on a déjà des allergies au lait de vache qui apparaissent, au lait qui apparaissent, si vous trouvez des IgE, ce ne sont pas des IgE de la mère, ce sont vraiment les IgE que l'enfant a produites. L'augmentation des IgE peut être très élevée. Vous avez souvent des valeurs 1000 fois supérieures à la limite des IgE totales. Et puis, pour les IgE spécifiques, évidemment, la règle est que, normalement, elles sont indétectables. Si elles sont détectables, c'est que déjà, ce n'est pas tout à fait normal. On ne va pas dire pathologique, mais on est dans une espèce de zone grise où on n'est plus tout à fait normal, mais on n'est pas non plus encore malade. Donc ça, on en reparlera au niveau 2.
À l'inverse, on n'a pas de déficit en IgE identifié. Donc ça, c'est une notion importante. Si on ne trouve pas d'IgE, si elles sont indétectables, en fait, ce n'est pas grave du tout. Ce n'est pas en soi un problème. Autre notion importante, si vous regardez les IgE dans le sang, elles ont un temps de demi-vie qui est relativement court, de 2-3 jours. Vous comparez ça avec les IgG qui restent dans le sang pendant 3 semaines environ. Par contre, les IgE sont des coquines. Et ça, c'est une limite qu'il faut que vous gardiez à l'esprit quand vous faites des dosages d'IgE. Les IgE se trouvent dans les tissus. Il y a un réservoir tissulaire qui est d'autant plus important qu'on a une synthèse locale d'IgE. Par exemple, si vous avez une rhinite allergique, vos IgE sont produites dans le nez. Donc, comme personne ne va piquer dans le nez pour doser les IgE spécifiques du cyprès, on a parfois des problèmes de sensibilité quand on utilise les IgE circulantes. Ça, tout le monde le sait. Mais l'explication vient de là. Donc, évidemment, on ne dose pas les IgE totales pour le dépistage de l'allergie. On peut les doser pour d'autres choses. Niveau 2. Et comme je vous disais, c'est un outil qui a été entièrement rénové récemment. Une fois qu'on a fini avec ces quelques bases que je tenais à rappeler, on va venir aux allergènes. Donc, quand on dit allergène, en fait, en fonction de notre éducation, de nos habitudes, du contexte, on va sous-entendre des sources allergéniques, des extraits allergéniques ou des molécules, et même aussi des épitopes, puisque maintenant nous sommes au niveau submoléculaire. Mais ça, on va le laisser pareil niveau 2. Alors, normalement, et sauf exception dans le cours de ma présentation aujourd'hui, un allergène, quand on dit allergène, on se réfère à une molécule. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, enfin le cyprès par exemple n'est pas un allergène. Le cyprès est une source allergénique. Par contre, la caséine ou la lactoglobuline est un allergène, c'est une molécule. Donc, les sources allergéniques, qu'est-ce que c'est? C'est ce à quoi on est allergique. Ce sont des mélanges qui contiennent des molécules allergéniques, mais aussi des molécules non allergéniques. Par exemple, les acariens. À partir des sources allergéniques, on peut produire des extraits. Donc, les extraits allergéniques, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, aussi bien pour les tests cutanés que pour les dosages d'IgE in vitro et même pour l'immunothérapie allergénique. Donc, c'est la base de la pratique. Et évidemment, on a un gros problème de standardisation. Il faut que ce soit des extraits de qualité, etc. Ça, c'est pareil, niveau 2 vers niveau 3. Si on en vient aux allergènes, donc les molécules, c'est important de se rendre compte qu'on a 2 types de molécules à disposition. Les molécules naturelles, c'est-à-dire qu'on va purifier à partir des extraits, et les molécules recombinantes, c'est-à-dire les molécules pour lesquelles on a trouvé le gène, on a réussi à le décrypter et on l'utilise pour produire la protéine recombinante. Pour dénoter la nature purifiée ou recombinante d'un allergène, on va mettre un petit N ou un petit R devant son acronyme. Par contre, sachez que dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire de préciser N ou R. En général, les propriétés d'un allergène sont liées à sa structure protéique. Et cette structure protéique, quand on fait des recombinants, des allergènes recombinants, on prend soin de vérifier qu'ils ont les mêmes propriétés que les allergènes naturels purifiés. Donc, en dehors de la partie protéique, évidemment, on peut avoir ce qu'on appelle des chaînes latérales, principalement des chaînes glucidiques. Et là, on peut avoir des variations entre le N et le R. Mais pareil, niveau 2. Les allergènes moléculaires ont une particularité, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, et sauf de très rares exceptions, on ne peut les utiliser que pour le diagnostic in vitro. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir sortir d'ici, appeler votre représentant d'une industrie que je ne citerai pas, enfin n'importe laquelle d'ailleurs, en disant « bon maintenant, moi je voudrais doser DERP1 et DERP2 en test cutané ». Ce ne sera pas possible. Vous avez besoin d'avoir un ou des biologistes préférés avec lesquels vous travaillez et qui vont vous guider, vous aider, vous orienter et réciproquement pour l'utilisation des allergènes moléculaires. Un site qui est très intéressant, c'est que je vous recommande. Vous aurez plusieurs sites d'ailleurs recommandés au fur et à mesure de ma présentation. www.allergen.org.
c'est le site sur lequel sont répertoriés les allergènes moléculaires qui sont validés par la sous-section allergènes de l'IUIS, donc l'Union internationale des sociétés d'immunologie et l'OMS. Alors, cette liste, qui est quand même relativement importante, n'est pas exhaustive, parce que le fait d'inscrire un allergène là-dedans est une démarche volontaire. Donc, par exemple, si vous faites toute la démarche pour identifier, cloner, caractériser un allergène, mais que vous ne le dites pas, que vous ne remplissez pas le dossier de reconnaissance par la IUIS, ben, en fait, il n'apparaîtra jamais dans cette liste. L'IUIS ne viendra pas vers vous en vous disant « Tiens, j'ai vu que tu as caractérisé un allergène, viens le mettre dans ma liste ». Donc, le fait qu'un allergène ne soit pas dans cette liste-là, en soi, ne veut pas dire que ce n'est pas une molécule caractérisée. Mais inversement, une molécule qui est dedans, et vous êtes sûr que c'est un allergène moléculaire qui est bien caractérisé. Les extraits allergéniques, c'est une soupe d'allergènes, c'est-à-dire que vous avez un mélange de molécules dedans, et c'est l'occasion pour moi de préciser que d'abord, si on regarde, donc question importante, est-ce qu'on a une concordance avec les extraits allergéniques en test cutané et en IgE? La réponse est oui, en général. Pour les aéroportés notamment, on est à plus de 90%. Pour les alimentaires, vu que la performance n'est pas pareille, enfin n'est pas, on va dire, parfaite, ni en test cutané, ni en IgE spécifique, forcément, le recoupement des deux n'est pas non plus absolument extraordinaire. On est à 70 à 80%, peut-être même parfois moins, en fonction des allergènes. Mais en fait, les deux apportent quelque chose, donc ce n'est pas inintéressant. Je profite de cette diapo pour vous rappeler les deux définitions que vous connaissez sans doute. Allergène majeur, c'est-à-dire qui induit la présence, qui est associé à la présence d'IgE spécifique chez plus de 50% des patients allergiques à la source correspondante, allergène mineur, donc c'est l'inverse. Et j'introduis une notion avec laquelle je pense beaucoup d'entre vous sont déjà familiarisés, l'allergène spécifique ou allergène marqueur, c'est-à-dire un allergène qui va signer une sensibilisation vraie vis-à-vis de la source correspondante. Ça, c'est super important pour nos diagnostics in vitro. Par exemple, si vous avez des IgE contre l'allergène du chat FeLD1, vous êtes certaine qu'il y a une sensibilisation vraie au chat. D'accord ? C'est une étiquette. En fait, c'est vraiment, vous taguez sensibilisation vraie au chat. On en a quelques-uns, je vous ai mis quelques exemples ici. Alors, c'est vrai qu'on dit espèce, mais en fait, souvent, c'est un genre. Par exemple, le cuprin est un allergène marqueur des pollens de cupressacées en général. Donc, dans les cupressacées, on a les cyprès, les genévriers, principalement. Donc, ça fait quand même pas mal d'espèces. Les allergènes moléculaires, ils ont commencé à être commercialisés, donc disponibles pour le diagnostic, il y a maintenant environ 15 ans. Je vous ai dit qu'ils étaient disponibles quasiment uniquement en test biologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, de par leur nature, plus standardisés, à la fois en termes qualitatifs et en termes quantitatifs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir comparer des résultats obtenus avec des méthodes différentes. On a une concordance des résultats, mais on n'a pas une identité des résultats quantitatifs. La nomenclature. Alors, j'ai mon animation qui apparaît en premier, mais c'est très bien. Piqûre de rappel, même si ça fait déjà 3 diapos que je vous l'ai dit, tous les allergènes moléculaires ne sont pas des recombinants. Pour la nomenclature, donc on a vu N pour naturel, R pour recombinant. On utilise les 3 premières lettres du genre. Donc, par exemple, pour le bouleau Betula, ça devient bête. Et le nom d'espèce, soit la première lettre, soit parfois, s'il y a chevauchement avec un autre nom, les 2 premières lettres. Donc pour le boulot, c'est bête V, et après, par ordre d'inscription à l'UIS, on va avoir 1, 2, 3, 5, 10, etc. Donc bête V1, c'est un allergène qui vient de Betula verrucosa, c'est le premier qui a été décrit. Donc, en l'occurrence, c'est notre chef de file de la famille PR10. Pourquoi on utilise des allergènes moléculaires? En fait, à partir du moment où on a pu utiliser les allergènes moléculaires, on a vu arriver, et on a été acteur de ça, d'un changement absolument majeur de la pratique en allergologie. C'est-à-dire que jusque-là, on utilisait les IgE spécifiques pour confirmer un test cutané ou pour
remplacer un test cutané quand il n'avait pas marché ou quand on n'avait pas pu le faire. À partir du moment où on a eu les allergènes moléculaires, on a rajouté un volet entièrement nouveau au diagnostic. Donc, on a pu commencer à affirmer les sensibilisations vraies ou croisées, primaires, c'est-à-dire identifier la première source de sensibilisation, parce qu'on peut avoir plusieurs sensibilisations vraies, donc des co-sensibilisations, mais avec une sensibilisation initiale d'où tout est parti. On va pouvoir évaluer le pronostic, on va pouvoir avoir des arguments pour les diagnostics différentiels, on va avoir des arguments pour choisir une immunothérapie allergénique adéquate et suivre l'évolution, que ce soit après une éviction, pendant une ITA, etc. En sachant qu'en plus, les allergènes moléculaires sont parfois plus sensibles que les extraits. Donc ça, c'est une notion importante. Dans certains cas, on a ce qu'on appelle un démasquage, c'est-à-dire que dans l'extrait, vous avez l'allergène moléculaire, mais il est peu représenté parce que peu abondant. Un exemple classique désormais est l'allergène Prupé7 dans l'extrait de pêche ou dans les extraits de fruits en général. Vous avez les extraits commerciaux, qui soient pour les tests cutanés ou pour les IgE spécifiques in vitro, qui sont très pauvres en Prupé7. Donc en fait, vous avez soit des résultats très faibles, soit négatifs, donc des faux négatifs. Quand vous testez l'allergène lui-même, vous avez souvent des réponses très importantes. C'est parce que l'allergène était caché dans l'extrait. D'autres fois, c'est le cas des protéines un peu labiles, comme la PR10, donc BETV1 par exemple. Alors, ce n'était pas BETV1 lui-même, mais par exemple pour la noisette, c'était un problème qui se posait de manière récurrente. Les PR10 sont dégradés dans les extraits. Donc, vous testiez la noisette, les gens qui avaient des IgE contre les PR10 sortaient négatifs. Avec une démarche qui a ses avantages et ses inconvénients, on utilise maintenant, depuis un certain nombre d'années, des extraits de noisettes qui sont supplémentés en PR10, de manière à éviter les faux négatifs. Parce que, en fait, quand on fait des extraits, on ne peut pas tout contrôler, alors que si on utilise la molécule elle-même, on va améliorer évidemment sa stabilité et donc les résultats qu'on obtient. Je vais vous donner 3 exemples rapides pour résumer l'apport des allergènes moléculaires. Le premier est assez, je pense, assez parlant. C'est le cas du latex. Alors, dans le latex, vous avez, je pense que la mise au point pour les prochaines présentations pourra être un peu améliorée. Je crois que c'est un peu flou, mais pour nous, ça va aller. Donc, dans le latex, on a des allergènes qui sont marqueurs. Donc, vous les voyez ici, HEVB1, 3, etc. Et nous avons des allergènes qui vont croiser avec différentes autres sources allergéniques, des fruits, des moisissures, les gants en latex, etc. Donc, on peut faire le diagnostic de la sensibilisation vraie au latex avec ces allergènes marqueurs et le diagnostic des réactions croisées. D'autre part, si on regarde les IgE contre les allergènes moléculaires, on a, dans certains cas, une association avec la sévérité, ce qui permet de faire une stratification et une prise en charge adaptée. Vous avez sur le graphe, avec des histogrammes, la prévalence de la sensibilisation à Prupé7 en fonction de la sévérité des réactions. Donc vous voyez que chez les gens qui ont des réactions peu sévères, genre syndrome oral, vous avez en général une prévalence qui est relativement faible, et cette prévalence augmente jusqu'à 80% dans les réactions sévères. Plus intéressant encore, la quantité d'IgE vis-à-vis de Prupé7 est nettement supérieure chez les gens qui ont des réactions sévères. Donc si vous êtes positif à Prupé7 mais avec un faible niveau d'IgE, eh bien, vous êtes a priori à risque de mourir demain en voyant une pêche. Le même raisonnement va s'appliquer à de nombreux autres allergènes. Troisième exemple, donc ça c'est quelque chose qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais je voulais vous le montrer pour vous rendre conscient de la seconde révolution qui se prépare. Vous avez vu qu'on a des centaines ou des milliers de molécules et que ça continue. Même si nous sommes extrêmement doués intellectuellement et extrêmement savants en allergologie, y compris moléculaire, ça ne rentre pas dans notre petit cerveau. Ça finit par ne pas rentrer. Et en plus, on ne peut pas investir
des jours, des heures, enfin des semaines, des mois, des années d'apprentissage pour chaque biologiste et chaque allergologue qui va utiliser cet outil. Donc, on va passer à des algorithmes et à l'aide de l'intelligence artificielle. Niveau 2. Donc ici, je veux juste vous montrer ce très beau résultat qui est déjà relativement ancien, il remonte à 2016, où les auteurs avaient pris des enfants avec une rhinite allergique en Italie, et puis ils avaient regardé s'il y avait des réactions alimentaires associées. Et en fait, en fonction de la clinique et des allergènes considérés, ils avaient constitué des clusters où vous voyez qu'on avait des associations clinico-biologiques qui étaient prédictives entre elles. Donc ça, c'est un résultat très intéressant qui a ensuite été évidemment développé. Alors, quelques exemples en pratique quotidienne. Donc, on a un patient qui est à Rabat, qui vient pour une rhinoconjonctivite allergique printanière. Il a des tests cutanés positifs aux 5 graminées, à l'olivier, au cyprès, à la palliétaire. C'est donc une polysensibilisation. On décide d'aller plus loin dans l'exploration diagnostique. Dans la mesure où on dispose d'allergènes marqueurs pour chacun de ces pollens, eh bien, on va tester les allergènes marqueurs. Pour les pollens de graminées PHLP1, PHLP5, OLE1, CUPA1, PARG2 respectivement. On recherche les IgE. Et en fait, il ne faut surtout pas oublier, quand vous recherchez les IgE contre les allergènes moléculaires, il vous faut les comparer aux IgE contre l'extrait. Donc je vais revenir à cet extrait. Avec cet exemple clinique, donc pareil, vous avez Samy qui, il y a 2 ans, est venu pour une rhinite allergique invalidante qui collait bien avec la saison des graminées. Vous lui avez fait des prick tests, vous avez confirmé les graminées, vous avez fait vos allergènes majeurs, mais rien de plus, donc positif, vous instaurez une ITA graminée, et puis ça fait flop. 1 an plus tard, vous constatez qu'il est très mécontent, que l'ITA est inefficace. Donc on se demande, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Donc à partir de là, je vais vous présenter les 2 approches possibles. Quand vous revoyez votre patient, eh bien, vous allez reprendre le bilan, mais seulement après l'ITA. Et là, vous allez voir que les IgE fléoles sont effectivement positives. Les IgE contre les allergènes spécifiques des graminées sont positives, mais faibles. Et par contre, vous avez des IgE contre la prophyline, PHLP12, qui sont élevés et qui signent donc la présence de la sensibilisation à d'autres sources, éventuellement à d'autres pollens. Donc, notre problème est que un profil de sensibilisation aux graminées avec des panallergènes, que ce soit des prophylines ou des polcalcines, est un facteur de moins bon pronostic pour la réponse à l'ITA. Et donc, même si vous allez avoir de toute manière une réponse moins bonne à cette ITA si vous décidez de la faire, ça va quand même mieux en disant aux patients, attention, ça risque de ne pas marcher, pas marcher de manière extraordinaire, parce que vous êtes déjà sensibilisé avec un profil relativement complexe. Ou peut-être vous pouvez aussi continuer les explorations de manière différente. L'approche 2 est celle que, évidemment, je vous conseille. En juin 2020, donc la première fois quand il est venu, votre jeune patient, si vous décidez de faire à la fois l'IgE extrait et l'IgE contre les allergènes marqueurs, vous voyez qu'ils sont positifs tous les deux, mais qu'on a quand même une différence de niveau. Et donc, au lieu d'attendre 1 an et de faire une ITA peu efficace pendant 1 an, vous allez tout de suite chercher le problème, chercher le panallergène dans ce bilan. Et donc, vous allez pouvoir adapter à la fois votre traitement et le conseil aux patients. J'ai un autre exemple qui est du même type sur les acariens. Je vous présente un enfant de 6 ans. En fait, si vous y allez à l'aveugle, c'est un peu pareil. Donc, pour les acariens, on a DERP23, qui est un allergène qui a été rajouté, je dirais, à la pratique clinique plus tardivement que DERP1 et DERP2, donc on n'y pense pas forcément. Et en fait, c'est un allergène qui est cliniquement important et qui peut faire capoter, entre guillemets, une ITA. Sans compter que DERP1 et DERP2 peuvent vous laisser en plan
pour ce qui est de la sensibilisation à d'autres genres d'acariens, comme Blomia, si votre patient a passé quelque temps sous les tropiques. Voilà. Alors, c'est moi qui fais ça? Non, c'est pas moi. C'est pas moi, ça va. Je suis rassurée. Après, je peux avoir des pouvoirs. Hein. Voilà, alors on revient. Bon, je ne tiendrai pas non plus mon temps, hein, je suis désolée. Mais c'est parce qu'on fait durer le plaisir. Alors, donc, un exemple alternatif, c'est donc toujours en juin 2020, toujours le petit Alfred, s'il a des IgE à 15 kilo-unités et qu'il a toujours ces DRP1, DRP2 qui sont bas, vous voyez, ça vous met la puce à l'oreille. C'est la même chose qu'avec les graminées. Si vous avez les IgE contre l'extrait qui sont positives et à un certain niveau, et qu'après, quand vous faites les allergènes majeurs, ils sont dans les chaussettes, ce n'est pas satisfaisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que ça vous sauve la mise sur le choix thérapeutique. Je pense que vous allez avoir toutes les diapos, hein, donc ne prenez pas des photos de morceaux de diapos. Si vous ne les avez pas, je vous les donne. Voilà. Toujours en pratique quotidienne, pour l'analyse des réactivités croisées, donc je vous ai proposé ce cas clinique. Donc on a Lina, qui a 18 ans, qui a été diagnostiquée allergique à l'arachide depuis, comme on dit, toute petite. Donc elle a 18 ans, elle a le jalon toute petite, on ne sait pas bien quand est-ce qu'il se place, mais en tout cas, c'est ce qu'on a comme information. Par contre, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'elle n'a jamais consommé de fruits à coque. Et en fait, maintenant, elle aimerait savoir si elle peut manger un peu des fruits à coque quand elle sort avec ses copains, des noix, des pistaches par exemple, et ça lui plairait bien. Donc vous faites les tests cutanés, ils sont positifs faibles, arachide, cajou, pistache, noix et noisettes. Vous faites les IgE spécifiques vis-à-vis des extraits, et vous êtes bien embêtés parce qu'ils sont tous un peu positifs aussi, donc c'est l'équivalent de ce que vous avez en test cutané. Du coup, vous faites les allergènes marqueurs, donc les allergènes qui vous indiquent une vraie sensibilisation vis-à-vis des différents fruits à coque. Et vous avez, donc, dans les deux essai-albumines, vous allez utiliser ARAH2 pour l'arachide, Juguérin pour la noix, ANAO3 pour cajou et pistache, parce qu'on n'a pas d'allergène de la pistache en unitaire. Et pour la noisette, le mieux est la 11S-globuline Cora 9. Après, il y a des détails qu'on pourrait voir dans un niveau 2. Et vous faites aussi, parce que les fruits à coque et l'arachide sont des coquins, des allergènes à réactivité croisée qui pourraient avoir une incidence sur la clinique. Des LTP, vous en prenez une, Juguer 3 par exemple. Des profilines, vous en prenez une, Prupé4, parce que c'est la seule profiline alimentaire dont on dispose. Et les groupements glucidiques végétaux qui vont sortir eux aussi un peu positifs. Donc on a ici un bilan avec une jeune fille qui est donc positive, qui a une histoire d'allergie à l'arachide, qui a des tests cutanés positifs à tout, des IgE spécifiques positifs à tout en extrait, et par contre des allergènes marqueurs qui sont uniquement positifs pour l'arachide, et des panallergènes légèrement positifs avec la profiline et un peu les CCD. Alors les CCD, les glucides, on considère qu'ils n'ont pas de retentissement clinique. En tout cas, on ne fait pas d'anaphylaxie avec les CCD. La profiline, elle peut donner quelques symptômes, mais ces symptômes on peut s'en débarrasser si on met un traitement thermique ou un pH acide. Alors, on mange rarement des noix de cajou au vinaigre. Par contre, c'est vrai que si les fruits à coque sont grillés avec une autre étape de cuisson, ces petites IgE profilines, en fait, ne devraient pas poser de problème. Donc, on peut lui proposer de tenter la consommation de fruits à coque, évidemment pas 4 paquets de 500 grammes de cajou dans la soirée, mais voilà, de manière raisonnable, ce qui est socialement, je dirais, requis. Je vais vous parler un peu de la sensibilisation croisée au niveau moléculaire, mais je pense que vous savez tout. Cette diapo que je vais vous présenter, elle a l'intérêt d'être très visuelle. C'est-à-dire que, vous voyez ici, par exemple, pour les profilines, on a donc un graphe
où vous avez différentes profilines qui sont listées en ordonnée, et en ordonnée, et en abscisse, vous avez le log, les IgE spécifiques, la quantité d'IgE spécifique en logarithmique. Et en fait, si on regarde PHLP12, donc la profiline des graminées, vous voyez qu'elle va croiser, donc elle sera associée, si vous voulez, à des IgE de niveau très proche avec la profiline du latex, avec la profiline du bouleau, du pollen de bouleau, et puis ça descend comme ça petit à petit, mais ça reste quand même relativement élevé. C'est pour ça qu'on considère que pour les profilines, la réactivité croisée est importante, même très importante, et donc en pratique, dans la quasi-totalité des cas, on ne va tester que des IgE contre une seule profiline. Donc évidemment, je dis 95% des cas parce que l'allergologie est quand même composée à 20% de cas uniques. Donc le 95% de la biochimie ne fait pas 95% en clinique. Donc il faut savoir réfléchir et se dire, mais tiens, il y a peut-être une autre profiline qui intervient. Quelque chose de similaire, mais quand même un peu moins parfait en réactivité croisée, la famille des PR10, donc avec BETV1, MALD1, PRUP1, etc. En fait, on a une réactivité croisée, mais qui descend. Donc, si vous regardez BETV1, APIG1 donc du céleri ou DOC1 de la carotte, en fait, croisent très peu. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des gens qui sont fortement sensibilisés au bouleau et à la pomme et à la pêche et à la noisette, mais qui ne vont pas réagir par des PR10 au céleri et à la carotte. Donc, c'est moins vrai de dire je dose les IgE contre une seule PR10. Je dose les IgE contre une seule PR10 si je m'intéresse au complexe noisette, bouleau, pomme, pêche. Mais si je commence à regarder le kiwi, le céleri, etc., j'ai peut-être intérêt à regarder plusieurs PR10. Et puis le dernier exemple, le cas totalement inverse, qui est très intéressant, les 2-S-albumines, donc protéines de stockage. Leur réactivité croisée est très faible, voire inexistante. Donc il faut vraiment en tester une pour chaque source, comme on l'a vu sur la diapo précédente. Et vous voyez ici, quand on a des IgE mettons, à 100 contre ARH2, eh bien, en fait, on a une réactivité croisée avec Cora14 de la noisette qui est quand même beaucoup plus faible, Juguerin encore plus. Et si vous regardez le sésame, et alors ça, c'est, comment vous l'appelez, Brassica, c'est pas le poivre. C'est la famille voilà. Donc le poivre, vous voyez, vous avez une réactivité croisée des 2-S-albumines, arachide et sésame poivre qui est quasiment inexistante. Dans le niveau 2, je vous dirai pourquoi on a souvent des IgE contre plusieurs 2-S-albumines malgré l'absence de réactivité croisée. Donc on a quelques règles simples pour réfléchir sur la réactivité croisée. D'abord, le degré d'homologie entre les molécules. Donc, si on regarde, par exemple, ARH2 et Cora14, leur degré d'homologie, il est inférieur à 40%. Donc, on n'est pas censé avoir une réactivité croisée. Par contre, les profilines, par exemple, elles ont des homologies qui sont supérieures à 80-85%. Donc, elles ont une réactivité croisée qui est importante. Inversement, donc ça, c'est une notion qui est plus délicate à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire des IgE contre des protéines dont nous-mêmes on possède des homologues. Et donc c'est pour ça que je parle de la tropomyosine, même si nous on a des tropomyosines, en fait on ne devient allergique ou sensibilisé qu'aux tropomyosines qui ont moins de 70% d'homologie avec les nôtres. Donc je m'explique. Alors ça c'est autre chose. Voilà. En fait ici vous avez ce tableau qui est un peu vieux, mais en fait l'équipe de Vienne avec Heimo Breiteneder font des choses absolument exceptionnelles, mais ils ne sont absolument pas revenus pour des actualisations de ces données. Donc on reste avec leurs travaux de 2007. Si vous regardez, donc si on prend la tropomyosine humaine,
donc on la considère à 100%, on a une homologie avec la tropomyosine de crevette qui est de 52%. Donc la tropomyosine de crevette est allergénique pour nous. Avec la tropomyosine du poulet, on est à 55%. C'est un allergène, on va dire, émergent. Et par contre, si on regarde par exemple où on est. Si on regarde, voilà, le thon, en théorie, le thon, la grenouille, ce ne sont pas des tropomyosines qui vont être allergéniques pour nous, même si elles sont relativement proches de la tropomyosine de crevette qui, elle, est allergénique. Une petite diapo pour poser quelques notions. Quelques notions sur BETV1. Non, voilà. En prenant comme exemple BETV1, en fait, de la même manière dont les molécules ont une plasticité structurelle et fonctionnelle, nous, il faut qu'on ait une plasticité intellectuelle. On prend BETV1. BETV1 est présenté partout comme un allergène majeur, l'allergène du bouleau, qui induit les réactions croisées avec les fruits. Oui, mais nous, ici, on n'a pas de bouleau. Donc, de toute façon, ça ne peut pas être un allergène majeur dans la mesure où il n'y a pas le pollen. Par contre, on a d'autres espèces qui contiennent des pollens à PR10. Donc, ces espèces peuvent induire une sensibilisation à PR10 qu'on pourra détecter par BETV1, mais ce sera mineur. Ce sera un allergène minoritaire. Donc, si on regarde, on va donner des noms. Si on regarde ici, BETV1 va être un allergène majeur si vous allez, mettons, à Copenhague, mais il sera un allergène mineur tout seul si vous allez à Marseille ou si vous êtes à Marrakech ou à Rabat. Donc, majeur-mineur, ce n'est pas une notion figée. C'est un marqueur de réactivité croisée si vous regardez les fruits, mais c'est un marqueur de sensibilisation vrai si vous avez quelqu'un qui a des symptômes au pollen de bouleau et qui présente des IgE contre BETV1. Donc, il faut toujours adapter votre raisonnement à l'histoire clinique. Dernière application majeure des allergènes moléculaires, l'évaluation du risque de sévérité et de persistance. Donc ici, ce sont deux petits exemples rapides. On a Lina, qui a 1 an, qui est allergique au lait de vache. Vous lui dosez les IgE contre la caséine, elles sont à 50. Eh bien, Lina, il ne faut pas lui dire qu'elle pourra manger du fromage à 5 ans. Ce ne sera pas le cas. Les IgE caséine à un tel niveau sont un signe de sévérité et de persistance. On a une autre fille, ou la même fille, Lina, qui maintenant a 3 ans. Elle est allergique au blanc d'œuf. Elle a des IgE à l'ovomucoïde galdéen à 20. C'est sûr que 20, c'est mieux que 50, mais quand même, dans cette situation aussi, vous partez pour un pronostic de persistance et de possible sévérité. Donc, ce sont des enfants que vous devez donc, soit surveiller, soit leur faire une ITA, les surveiller avec ou sans ITA, je dirais, et essayer d'évaluer par des tests cutanés et ensuite des TPO, en vous aidant évidemment des IgE vis-à-vis des allergènes, s'ils arrivent à guérir de leur allergie. Évidemment, ici aussi, les IgE contre les extraits sont importants parce que vous allez pouvoir évaluer la réalité, la charge des IgE vis-à-vis de l'allergène moléculaire. Alors voilà, ça c'est un exemple de comment on peut utiliser les IgE ARAH2 dans chaque population quand on les a validés avec les tests de provocation orale. Donc ici, vous avez la courbe de probabilité pour avoir un TPO positif avec son intervalle de confiance. Et en fait, vous voyez que moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que dès qu'on a un tout petit peu d'IgE ARAH2, vous n'êtes pas exempt de risque d'un TPO positif. Donc c'est quelque chose qui est important. Et dans cette optique, en fait, quand vous avez des IgE qui augmentent,
vous avez aussi le risque qui augmente. Donc ici, ce sont des publications qui sont un peu anciennes, parce que d'abord, je veux vous montrer le principe, et d'autre part, il est important que chacun se fasse ses propres normes, ou son propre profilage de la population de patients locaux. On n'a pas du tout les mêmes résultats, même entre Marseille et Toulouse. Parfois, on se dit « Ah non, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je n'ai jamais vu. » Et réciproquement. Donc, c'est important de se caler sur la population qu'on regarde. Et donc, le titre en IGE-RH2 va être corrélé avec le score des symptômes. Donc, toujours pour l'importance de la géographie, je vous présente cette diapo parce que je pense qu'elle se prête bien à nos contrées méditerranéennes. Évidemment, en Belgique, en Angleterre et ailleurs, même si maintenant, ils nous expliquent qu'ils ont des LTP eux aussi et que c'est pareil que chez nous, en fait, ce n'est pas tout à fait pareil. Et moi, j'en veux pour preuve ce très bel article qui est lui aussi un peu vieillot, mais enfin, on aime bien les vieillots aussi. En Italie, un travail qui avait regardé le nombre de sensibilisations vis-à-vis de plusieurs LTP. Et en fait, les symptômes étaient peu influencés par quand il y avait peu de LTP. Par contre, si les gens étaient sensibilisés à plus de 5 LTP différentes, là, vous aviez une augmentation de la sévérité observée. Et ça, c'est intéressant parce qu'en Italie, la prévalence en population générale de la sensibilisation LTP est importante. Et donc, il vous faut plus que juste une sensibilisation LTP pour que ça soit un marqueur de sévérité. Autre donnée qui illustre ce que vous pourriez voir, c'est que quand on regarde les profils de sensibilisation aux acariens, dans une cohorte de naissance, alors les cohortes de naissance, c'est très bien parce que ce n'est pas biaisé. Donc en fait, vous ne dites pas, mais j'ai vu un tel, et ils étaient comme ci et comme ça, donc je conclus. Non, là, les enfants sont pris sur des critères quand même objectifs. Et donc si vous avez une sensibilisation avec le groupe 1 des acariens, vous avez à 11 ans, donc je dis bien à 11 ans, un risque beaucoup plus élevé d'asthme et de rhinite. Le groupe 2 des acariens est moins sévère. Si vous avez les deux groupes, DERP1 et DERP2, je ne parle pas de dermatophagoïdes, dermatopteronicinus, donc pas des espèces d'acariens, mais bien des groupes d'allergènes moléculaires, ben vous avez un effet cumulatif avec 7 fois plus de risque d'asthme et 4 fois plus de risque de rhinite, plus un risque d'avoir le trio asthme, rhinite, eczéma, qui est quand même pas négligeable. Même chose avec d'autres cohortes de naissance où on a en fait, donc ce sont des calculs savants qui ont été faits et en fait dans les deux cohortes qui ont été comparées dans ce travail, on a en fait, si vous regardez les enfants qui sont positifs à pas plus de 4 allergènes, mais vous remarquez que ce sont des allergènes marqueurs, peut-être pas arachins, mais enfin quasiment un allergène spécifique de l'arachide, puis BET-V1, FELD1, PHLP1. Si vous regardez la sensibilisation vis-à-vis de ces molécules, en fait, la sensibilisation asymptomatique, donc ça me paraît super important, à l'âge de 4 ans, vous pouvez prédire avec une précision de 70 à 90% la présence d'un asthme avec une rhinite à l'adolescence, à 8 ans, ou à l'adolescence à 16 ans. Donc ce sont des données qui sont fortes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez un enfant de 4 ans qui n'a rien, qui a des tests cutanés négatifs, et vous vous dites, mais en fait, sur le plan familial, ou peut-être je vois quelque chose qui me plaît pas, comment je peux prédire comment il sera à 16 ans ou à 8 ans? Eh bien, vous avez quand même un outil qui se développe qui est très important. Alors, les notions techniques, on va les laisser pour le niveau 2. Et donc, on va aller directement au résumé. Donc, vous avez sur cette diapo l'approche telle qu'elle est proposée par l'EACI 2016. C'est-à-dire qu'on a
On voit le patient, on fait l'interrogatoire, on fait l'examen clinique, on fait les tests cutanés, on réfléchit, on demande le dosage biologique, on réfléchit sur le dosage biologique, on revient vers la clinique et on fait, si nécessaire, un complément d'exploration. C'est une démarche en U, c'est un va-et-vient, c'est quelque chose qui est très important. On n'est pas dans une approche one-shot. Et on a aussi des petits schémas pour réfléchir aux situations où on peut avoir plus d'intérêt à utiliser les allergènes moléculaires. Alors, évidemment, si vous avez une monosensibilisation, vous avez moins d'intérêt à utiliser un allergène moléculaire d'emblée. Si vous avez, par contre, des risques associés à des allergènes moléculaires, comme par exemple l'oméga-5 gliadine, on n'en a pas parlé, mais on parlera demain en atelier, vous avez tout intérêt à doser non pas seulement les IgE contre le blé, mais aussi l'oméga-5 gliadine. Si votre molécule est abondante dans l'extrait, donc par exemple ARH2 dans l'extrait d'arachide, effectivement, parfois ça peut être quasiment suffisant d'utiliser l'extrait et pas sans aller jusqu'aux allergènes moléculaires. Inversement, si votre molécule n'est pas stable, on a vu les PER10, on a vu PRUP7, stable ou abondante, il faut penser à doser directement les allergènes moléculaires. Donc pareil, on est dans cette plasticité intellectuelle. Donc en conclusion, les allergènes moléculaires, ça nous permet de confirmer la sensibilisation vraie vis-à-vis de l'extrait, donc de la source. Ça nous permet de prédire la sévérité et la persistance. Ça nous permet de comprendre les polysensibilisations. Ça nous permet de prédire l'apparition ultérieure de nouvelles pathologies allergiques, de moduler la prise en charge avec une ITA adaptée. Et puis, évidemment, maintenant qu'on a vu tout ça, qui est donc, on a dit niveau 1, voire niveau 0,1, on espère qu'on va bientôt avoir des outils d'intelligence artificielle et qu'on va pouvoir passer de l'entomologiste de Jules Verne qui regarde son Isaac ou son Alex à une machine qui travaille toute seule, qui nous dira « voilà, c'est ça que vous devez voir ». Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.